Bonjour Jonathan. Merci d'être avec nous. Pour commencer, je vous demandais, en fait, vous êtes le seul candidat à l'élection présidentielle à réclamer la sortie de l'Union européenne. Euh, Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui vous allez à l'encontre de la pensée générale sur l'Union européenne qui est plus de fédéralisme, plus d'Europe? Quel a été le déclic? Alors d'abord, ça c'est un point qui est important en effet à noter, c'est que je suis en effet le seul candidat à proposer la sortie de l'Union européenne. Je vais même au-delà puisque j'ai créé un mouvement politique, l'Union populaire républicaine, le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome. Je signale ça parce que ça prouve que j'ai de la suite dans les idées. C'est-à-dire que j'ai créé ce mouvement le jour du 50e anniversaire de la création du traité de Rome pour en sortir. Donc on ne peut pas me reprocher ou nous dire maintenant nous courons après les événements. Non. Nous avons créé, je dis nous parce que j'étais avec un certain nombre de personnes quand même lors du congrès fondateur, nous avons créé ce mouvement d'emblée, de façon réfléchie, pour dénoncer la construction européenne pour ce qu'elle est et pour en sortir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons adopté une charte fondatrice. Je renvoie d'ailleurs tous les téléspectateurs à notre site internet où elle est en ligne. Cette charte fondatrice n'a pas été changée d'une virgule depuis son adoption il y a 5 ans. Alors, ça c'est le premier point, c'est que nous sommes un mouvement politique qui a des idées très claires sur le sujet. Nous sommes le seul. Et les idées nous sommes d'autant plus le seul que nous sommes le seul mouvement qui propose la sortie de l'Union européenne et qui ne propose pas une autre Europe. Je le dis parce qu'il y a quelques mouvements qui commencent maintenant à dire oui, peut-être faudrait-il en sortir pour créer une autre Europe etc. Non, nous, c'est pas du tout ça qu'on dit. Nous disons le concept même de faire une fédération ou un État fédéral européen, ce concept d'emblée est un concept nocif pour la démocratie et qui est faux et qui sera démenti par les événements. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que nous sommes xénophobes, racistes, qu'on veut se refermer sur nous-mêmes. Ce sont toutes les balivernes que l'on entend systématiquement. Comme je le dis en plaisantant, c'est comme si, par exemple, on disait à quelqu'un qui habite dans un immeuble où il y a 27 locataires, on va supprimer toutes les portes palières et tout le monde va vivre avec tout le monde. Et partager tous les budgets, partager les vacances ensemble, etc. Bon. Et c'est une personne qui dirait non, je ne suis pas d'accord parce qu'il se trouve que j'ai pas d'atome crochu particulièrement avec le voisin du 5e ou la voisine du 3e. C'est comme si à une personne qui disait ça, on disait ah mais alors vous voulez vivre dans une grotte et dans une caverne. Non. Non. C'est pas parce que vous n'avez pas envie de vivre éternellement avec votre voisin du 7e ou votre voisine du 5e que vous voulez vivre dans une grotte. C'est pas vrai. Vous avez des amis qui peuvent être dans l'immeuble, mais qui peuvent être aussi de l'autre côté de la rue, ou de la famille qui peut être à 5 km ou même à l'autre bout du monde. C'est ça la réalité. Il en est des États comme d'un particulier. Donc nous, ce que nous disons, c'est que c'est le concept même de vouloir au forceps, c'est-à-dire de façon, comment dirais-je, artificielle, de façon forcée, fusionner des États-nations qui comptent d'ailleurs parmi les plus vieux du monde, qui ont la plus vieille histoire du monde. Nous sommes le seul endroit au monde où vous avez un État, une langue, un État, une langue. Il n'y a qu'un seul endroit qui ressemble un petit peu à ça, c'est l'Asie du Sud-Est. Mais il y a moins d'États quand même. Tandis que en Europe, vous avez au moins une trentaine d'États qui ont pratiquement tous leur langue et pratiquement tous leur histoire nationale. Donc nous disons c'est une idée qui est une idée fausse. Voilà. Alors c'est vraiment ce qui nous distingue des autres partis politiques et des autres candidats, puisque je le disais à l'instant, tous les autres proposent une autre Europe sans jamais expliquer comment cette Europe qu'ils proposent, ils vont parvenir à la faire naître, puisqu'ils ne se donnent jamais les moyens d'essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas apparue déjà depuis 50 ans. Il y a quelque chose qui me fascine chez les européistes, comme je les appelle, c'est qu'ils prétendent être très ouverts d'esprit sur le monde, mais en réalité ils ont un problème avec l'altérité, c'est-à-dire avec l'autre. Moi je vois beaucoup par exemple d'européistes qui me font la leçon
en me disant mais comment peut-on sortir de l'Europe et ci et ça, mais qui ne connaissent rien, mais rien de rien sur la situation en Allemagne, ou sur la situation en Pologne, ou sur la situation je ne sais pas moi, en République tchèque ou en Grèce, ou qui n'ont que des vagues idées. Mais je pense tout particulièrement à la situation de l'Allemagne, par exemple. Actuellement, la situation sur la monnaie, sur l'euro, devient de plus en plus tendue du côté allemand. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le courant de cet entretien. Mais les européistes s'en fichent éperdument. D'ailleurs, ils ne savent même pas comment fonctionne la zone euro. Donc en fait, les européistes vivent dans un nuage, vivent dans un mythe, vivent dans des idées reçues, dans des idées générales. Et vous savez ce que disait Jean-Jacques Rousseau, hein, les idées générales sont les sources des plus grands malheurs des hommes. Alors justement, au niveau des idées générales, il y a un problème qui est presque jamais abordé dans l'actualité, c'est la problématique de la création monétaire, qui est à l'origine d'une grande partie de la dette publique. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de la nécessité de reprendre le contrôle de notre monnaie? Oui, alors ça fait partie des quelques grandes thématiques que j'évoque souvent. Je ne suis pas d'ailleurs le seul, mais je suis le seul qui soit conséquent, c'est-à-dire le seul qui tire les conséquences d'un état de fait. La création monétaire, effectivement, comme vous le savez, jusqu'aux années 70, la Banque de France, les banques centrales nationales, en tout cas la Banque de France, pouvaient ce que l'on appelle monétariser une partie du déficit public, c'est-à-dire que lorsque l'État, par exemple, faisait du déficit, il pouvait présenter cela à la Banque de France, qui était sa créature, sa chose, si j'ose dire, et qui créait de la monnaie pour combler le déficit à partir de rien, mais sans intérêt. C'est une situation qui durait depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, pas seulement en France, mais dans le monde en général, et qui a été critiquée, parce qu'il y avait on peut toujours tout critiquer, hein. En économie notamment, il n'y a pas de phénomène en économie qui ne présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toute décision économique a des avantages et des inconvénients, il faut le savoir. Donc, en matière, cette création monétaire à partir de rien avait évidemment un inconvénient, c'est que ça facilitait le déficit, ça rendait pas très compliqué de faire du déficit pour un État, et ça pouvait créer de la monnaie de façon artificielle, et comme vous le savez, ce qui est rare est cher, et ce qui n'est pas rare n'est pas cher, donc plus vous éditez de la monnaie, et plus la monnaie tend à se déprécier, et donc ça favorise l'inflation. C'était quand même limité depuis 1944 jusqu'à 1971 par le système dit de Bretton Woods, c'est-à-dire qu'il y avait un système de parité fixe mais ajustable entre les grandes monnaies du monde. Par exemple, 1 dollar valait 5 francs 50 pendant très longtemps. C'était un taux fixe. Quand vous alliez par exemple aux États-Unis, vous alliez à votre banque et on vous changeait un taux fixe. Et le dollar lui-même était corrélé. Alors, c'était selon les accords de Bretton Woods, et qui avait postulé qui avait posé le principe que une once d'or, c'est-à-dire 31,1 grammes d'or, valait 35 dollars. On disait 35 dollars l'once pour l'or. Ça imposait aux États-Unis de ne pas émettre eux-mêmes plus de dollars qu'ils ne détenaient d'or à Fort Knox et à New York. En fait, c'était une quotité, voilà. C'était pas exactement la part. Bien. Les détracteurs de ce système ont fait valoir que c'était difficile, que c'était absurde même, que de faire, comment dirais-je, dépendre la valeur, le volume d'une base monétaire à l'intérieur d'un État, de le faire dépendre d'une production physique qui est l'or métal. Et c'est vrai que, si vous y réfléchissez, objectivement, ça pose un problème conceptuel. Pourquoi est-ce que on devrait limiter la création monétaire à la découverte d'or nouveau, par exemple? Mais bien entendu, ça a été aussi utilisé par toutes les forces outre-Atlantique qui se sont rendus compte que puisqu'ils avaient depuis 1944 une monnaie et qui pouvait servir de monnaie d'échange international, une monnaie de réserve mondiale, eh bien, c'était en fait un pouvoir pratiquement sans limite. Si vous avez la possibilité d'imprimer des billets, ça ne coûte rien, et que avec ça vous pouvez tout acheter.
Donc il est bien évident que les autorités américaines se sont senties entravées par ce système du lien avec l'or. Ils se sont dit, mais si on fait sauter le lien qu'il y a avec l'or, on pourra émettre des dollars, comme on est la principale puissance économique mondiale, la principale puissance militaire mondiale, les autres ne pourront pas s'opposer à nous, et nous avons ainsi un pouvoir potentiel sans limite. Alors, à partir des années 60, le déficit de la balance des paiements courants américaine a commencé à se creuser, notamment parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam qui a commencé à greuser le budget fédéral des États-Unis, et progressivement, les États-Unis ont commencé à émettre du dollar sans qu'il n'y ait plus de corrélation avec le stock gold. Ce qui a amené donc De Gaulle, au mois de février 65, à faire cette conférence de presse restée célèbre, où il dénonçait ce privilège dollar des Américains qui risquait, s'il n'y était pas mis le haut là, de se transformer en une capacité à acheter le monde entier avec de la monnaie de singe qui serait imprimée en tant que de besoin. Alors, en 1965, De Gaulle a réclamé le respect de l'étalon de change or des accords de Bretton Woods. Ce n'est pas pour rien, la tension entre la France et les États-Unis a beaucoup monté. Ce n'était pas la seule cause, mais c'était l'une des causes importantes. Elle a culminé avec les événements de mai 68, où maintenant un certain nombre d'historiens savent qu'il y avait probablement la main des États-Unis qui a en tout cas jeté de l'huile sur le feu. Il y a des livres intéressants qui sont sortis sur ce sujet. Vous savez que ce sont les Soviétiques d'ailleurs qui ont sauvé le soldat de Gaulle. Il faut sauver le soldat de Gaulle. C'était Moscou qui à l'époque a sauvé la mise à De Gaulle en 68 par l'intermédiaire du Parti communiste et de la CGT. Le secrétaire général de la CGT de l'époque, Georges Segui, a signé les accords de Grenelle qui ont globalement mis un terme aux événements de mai 68. Il a d'ailleurs été désavoué par la base et il s'est introduit à partir de ce moment-là une espèce de clivage au sein de la gauche française. Bref, tout ceci nous a mené au départ de De Gaulle de l'Élysée en 1969 suite au référendum perdu et en 1970 à sa mort. Dès le 15 août 71, les États-Unis ont brisé les accords de Bretton Woods et se donnaient cette possibilité d'inonder. Il y avait la fameuse loi. Alors voilà, parce qu'à partir du moment où les États-Unis ont rompu ce système, ils pouvaient émettre du dollar autant qu'ils voulaient. Et il a quand même été décidé, enfin c'est comme ça que ça a été présenté à l'époque. Ce qui a été présenté à l'époque, ça a été de dire, puisque nous n'avons pas d'étalon de change or qui servait de, comment dirais-je, de ressort de rappel pour empêcher de faire n'importe quoi, eh bien on va forcer tous les États à être comme des particuliers, c'est-à-dire à s'endetter auprès des marchés financiers ou des banques privées. Donc, alors qu'avant ils se tournaient vers leur banque centrale qui émettait de la monnaie sans difficulté, sans douleur, si j'ose dire, puisque c'était de la monnaie qui était émise sans intérêt, maintenant ils vont devoir émettre par exemple des bons du trésor ou se porter sur les marchés financiers ou sur les banques et donc payer des intérêts comme une entreprise ou comme un particulier. Donc ce système est revenu en fait à détruire le privilège régalien de création monétaire pour le confier au marché financier. Qui est un des 4 points fondamentaux de la souveraineté nationale. Voilà, c'est un des points, enfin c'était considéré comme un des points fondamentaux de la souveraineté nationale, et je pense que c'est en effet un des points fondamentaux de la souveraineté nationale, et donc on a en réalité privatisé le système de création monétaire. Et effectivement, toute cette augmentation des dettes publiques de tous les pays développés, parce qu'il n'y a pas que la France. On oublie un peu trop facilement que l'Italie est plus endettée que la France, que l'Allemagne est plus endettée que la France et que l'Italie, que le Japon est plus endetté que l'Allemagne, la France et l'Italie, et que les États-Unis sont plus endettés que le Japon, l'Allemagne, la France et l'Italie. On l'oublie un petit peu facilement, même s'il est vrai que Nicolas Sarkozy laisse un bilan effroyable. Je rappelle qu'il avait quand même été élu en 2007 sur la promesse de faire baisser l'endettement public. Il laisse une ardoise, si j'ose dire, de 500 milliards d'euros en plus. Comme je l'ai dit sur une radio récemment, il a davantage endetté la France en 5 ans que personne ne l'avait fait avant lui sur une telle durée de 5 ans depuis Vercingétorix. Ça veut dire au passage que, comment dirais-je, si Sarkozy a fait ça, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Donc c'est ça qui est important.
c'est que nos responsables politiques, quels qu'ils soient de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les nuances, c'est que les responsables politiques devraient se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tous les gouvernements français qui se sont succédés ont été incapables de maîtriser cette envolée de la dette publique, et pourquoi c'est pareil ailleurs? Ça veut donc bien dire qu'il y a une espèce de comment dirais-je, de bug, si j'ose dire, il y a un problème conceptuel dans ce système, c'est qu'en fait on demande à des États de payer des intérêts qui n'ont pas été eux-mêmes créés macroéconomiquement, et donc en réalité on ne peut voir que cette masse d'intérêts gonfler de façon exponentielle. Alors, je suis le seul candidat à tirer les conséquences de cet état de fait. D'abord, je suis le seul, il me semble, à l'expliciter aussi clairement. Il y a sur Internet des gens qui font des analyses tout à fait judicieuses, mais parmi les candidats à la présidence de la République, je pense être le seul à l'expliquer aussi clairement, et je suis en tout cas le seul à en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est que la loi de 1973 que vous aviez à l'esprit, en fait, n'existe plus, mais maintenant nous sommes sous l'empire. Voilà, nous sommes sous l'empire, vous le savez, de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ex-article 104 du traité de Maastricht. Et donc, si nous ne dénonçons pas cet article, nous ne pourrons pas faire autrement que de continuer à voir la dette grimper. C'est l'une des raisons pour lesquelles je propose la sortie de l'Union européenne, parmi bien d'autres raisons. Vous avez peut-être vu ma conférence qui circule sur Internet, j'ai vu qu'elle avait été visionnée désormais plus de 20 000 fois, sur 10 raisons pour sortir de l'Union européenne. Il y en a bien d'autres, mais elle fait partie à mon avis, des 10 premières raisons pour lesquelles nous devons sortir de l'Union. Alors justement, vous apportez des solutions par rapport aux problèmes que vous constatez, mais les médias, en tout cas les médias télé, nous vous ont accordé 0 minute et 0 seconde de temps d'antenne. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu en train de changer in extremis avec la radio, parce que j'ai été maltraité, ma candidature à l'élection présidentielle a été traitée comme si je n'existais pas, comme si le mouvement politique que j'ai créé n'existait pas. Donc nous avons protesté, nous avons écrit des lettres recommandées avec accusé de réception aux 58 plus grands médias télévisés, radiophoniques ou journalistiques du pays. Nous avons énormément actionné énormément de boutons de sonnerie. Nous n'avons pas été suivis des faits, sauf par quelques radios de la bande FM, des petites radios. Je dis petites radios sans aucune valeur péjorative, il paraît que je suis un petit candidat. Donc des radios auxquelles je rends hommage, comme Beurre FM, Radio Notre-Dame, Radio Ici et Maintenant, Radio Fréquence Évasion, Radio Fréquence Évasion, Tropique FM, donc voilà, Génération 88.2, j'ai eu comme ça quelques petites radios de la bande FM qui m'ont interrogé. Mais pour le reste, ça a été, si j'ose dire, silence radio, et encore plus silence télé. Voilà. Alors, j'ai fini par protester, non seulement par écrire au CSA qui nous a répondu une lettre qui allait dans notre sens, et enfin par être reçu par Madame Christine Kelly, qui est au sein du CSA, la présidente de la commission pluralisme politique et démocratie et médias, et donc qui m'a reçu avec des collaborateurs. J'ai eu la surprise de constater d'abord qu'elle avait deux collaborateurs qui connaissaient très bien l'UPR, mais très bien, savaient quelles étaient nos propositions, quel était grosso modo le nombre de nos adhérents, qui, soit dit en passant, en ce moment grimpe à la verticale. Nous avons maintenant plus de 10 à 12 adhérents par jour. Le rythme continue à s'accélérer. Ils étaient également au courant du nombre d'inscrits sur notre page Facebook, du nombre même sur la page Facebook, combien avait un badge au logo de l'UPR. Ils examinaient le nombre de conférences que je faisais en province. Est-ce que j'avais eu des retombées de presse en province? Est-ce que je menais une véritable campagne, etc. Donc ça a été pour eux un certain nombre d'éléments, de critères, pour ensuite, suite à cet entretien que j'ai eu, je crois comprendre qu'ils sont intervenus auprès d'un certain nombre de directions de radio en disant faut pas charrier. Et vous savez qu'entre le 1er et le 27 janvier, M. Hollande a eu 62 heures de couverture média sur toutes les télévisions, je parle que des télévisions,
Monsieur Hollande 62 heures, Monsieur Sarkozy 58 heures, Monsieur Bayrou 15 heures, Madame Le Pen 12 heures, Monsieur Mélenchon 9 heures, Madame Joly 5 heures, Monsieur De Villepin 2 heures, les candidats style Dupont-Aignan, Corinne Lepage, Morin 1 heure, non, oui 2 heures à peu près, Poutou du NPA 30 minutes, et puis Asselineau 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc là il y avait quand même un petit problème. Donc ils ont dû intervenir, c'est pour ça que depuis quelques jours maintenant, je suis interrogé, mais en catastrophe, quelques jours avant la remise des 500 parrainages. Alors, je suis interviewé j'ai été interviewé par Sud Radio, France Info et également Paris Télé. Est-ce que vous pensez qu'il s'agissait d'un boycott intentionnel ou alors c'est une simple ignorance de la part des journalistes? C'est difficile. C'est difficile de répondre à ce genre de questions puisque il s'agit fondamentalement j'allais vous faire une réponse intuitive. Je pense, sans vouloir me défausser, que c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que je pense d'abord que, j'en ai parlé avec Robert Ménard qui m'a reçu à Sud Radio, qui était enchanté d'ailleurs de l'entretien c'est un entretien, Robert Ménard est quelqu'un, c'est un journaliste qui fait du rentre-dedans. Vous avez peut-être entendu l'interview, mais à l'issue de l'entretien, il était enchanté et il m'a dit justement à quel point lui-même regrettait que les journalistes vivent toujours dans le même petit cercle, le même petit univers. Il y a 10 à 15 personnes en France qui vivent dans un vase clos. Donc, la première des leçons à tirer, c'est que d'abord les journalistes vivent dans un vase clos, ne recherchent pas des choses très nouvelles, vont, j'allais dire, sollicitent comment dirais-je, veulent faire peut-être du chiffre ou du scandale ou des choses. Vous avez vu parmi les candidats, par exemple, à la présidentielle, il y a des candidats folkloriques, donc il y a eu Cindy Lee, la candidate du Parti du Plaisir, qui distribuait des tracts, vous avez vu, en torse nu, les seins à l'air sur des marchés parisiens sous la pluie. Vous avez eu la candidate en niqab ou en hijab. Vous avez eu le candidat qui a 20 ans, dont le programme c'est d'avoir 20 ans. Vous avez eu, bon, bref, tout ça, ce n'est pas sérieux, mais ça fait vendre. Donc les journalistes politiques pensent qu'ils font un petit peu leur travail de démocratie en faisant ça, mais ça c'est pas de la démocratie, ça c'est de la plaisanterie. Ce que j'estime, c'est qu'ils ne font pas, pris globalement, ils ne font pas leur vrai travail, qui est un travail de discernement, c'est-à-dire de savoir quels sont parmi les nouveaux candidats, je préfère le terme de nouveaux candidats au terme de petits candidats, quels sont parmi les nouveaux candidats ceux qui ont vraiment des choses à dire. Alors ça, je pense que c'est une espèce de fainéantise structurelle peut-être, et en tout cas de fainéantise intellectuelle, c'est-à-dire pas envie de chercher. Mais par ailleurs, j'ai la conviction quand même que dans un certain nombre de cas, je pense qu'il y a eu assez volontiers des recommandations de ne pas m'inviter. Voilà. Mais par exemple, le cas le plus extravagant est quand même celui de Bourdin sur RMC, qui nous connaît depuis des mois et des mois. J'avais été interrogé sur BFM Business par Nicolas Dose le 16 septembre. Le même jour, il faut savoir que RMC et BFM, c'est dans le même immeuble. Donc le jour où j'étais allé à BFM, l'un des collaborateurs de l'UPR qui m'accompagnait, qui est au service communication, est monté de 3 étages pour aller voir Bourdin, qui l'a reçu, et Bourdin l'a reçu en coup de vent en disant, en gros, vous me faites suer, si j'ose dire, avec Asselineau, voilà. Donc depuis la mi-septembre, ça fait 6 mois. Et Monsieur Bourdin, qui normalement devrait être un journaliste politique conséquent, faisant son métier, devrait remarquer, comme l'ont remarqué la plupart des journalistes qui s'intéressent au sujet, que le mouvement politique que j'ai créé est en pleine ascension et que nous avons sur Internet une puissance réelle d'influence et de notoriété qui mérite au moins qu'on s'y attarde. Monsieur Bourdin fait la mauvaise tête sciemment, lance sondage sur sondage sur sondage pour savoir qui est-ce qu'il faut qu'il invite. À chaque fois, j'arrive dans les premiers. À chaque fois, il en tire argument pour ne pas m'inviter. Enfin, tout ça témoigne d'une volonté de blocage de mauvaise foi. Concernant les médias, d'ailleurs, j'ai été voir votre programme politique et vous avez des mesures qui sont assez révolutionnaires dans le genre. Si vous voulez parler un peu de l'indépendance des médias. Oui, parce que sont désormais devenus
c'est pas seulement vrai depuis maintenant, mais c'est devenu encore plus vrai, sont devenus quand même un facteur essentiel de formation de l'opinion publique. Pendant des siècles, l'opinion publique était formatée en France, était formatée dans les églises. Les gens allaient à la messe, les gens ils entendaient les prêches du clergé, et donc c'était le mariage, comme on a pu le dire, du sabre et du goupillon, c'est-à-dire que le clergé soutenait la monarchie, et l'on avait une espèce de verrouillage de la société française. Ceci a fini par voler en éclats avec la Révolution, mais la conquête de la liberté de la presse a été très progressive. Vous savez que Louis XVIII, sur la demande des vainqueurs de Napoléon qui ont rétabli les Bourbons sur le trône de France en 1815, Louis XVIII avait accordé, comme on disait à l'époque, une charte que le roi accorde, dans laquelle il reconnaissait une certaine liberté de la presse. C'est justement parce que son frère cadet Charles X, qui lui a succédé, a voulu remettre en cause cette liberté de la presse par les ordonnances. Voilà, ça a été les Trois Glorieuses de 1830. Alors, juillet 1830. Donc, c'est un combat continuel. Là où il y a un problème, c'est, à mon avis, depuis les années 86, ça n'a jamais été mirobolant avant. Sous De Gaulle, par exemple, l'opposition de gauche critiquait beaucoup le fait que l'ORTF était muselé par le pouvoir gaulliste, c'était ce qui était reproché à De Gaulle. C'était sans doute vrai, mais à l'époque, il y avait des radios périphériques, comme on disait, RTL ou Europe numéro 1, qui émettaient depuis le Luxembourg et l'Allemagne, le Luxembourg pour RTL, Radio-Télé Luxembourg, et l'Allemagne pour Europe 1, donc qui émettaient depuis des sols étrangers vers la France et qui étaient, on l'a vu en 1968, qui étaient de réels opposants à De Gaulle. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que tous les grands médias du pays disent en gros la même chose, et en plus de ça, depuis 1986 et depuis les décisions de François Léotard, la première chaîne de télévision française a été privatisée. Moi, j'estime que c'est un crime contre la France, parce que la première chaîne de télévision, c'est ce qui formate le plus l'opinion publique française. Lorsque M. Sarkozy passe aux 20 heures de TF1, il a tout de suite 10 300 000 téléspectateurs. 10 300 000 téléspectateurs. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Moi, quand je fais des conférences à travers la France, quand j'ai du public, j'ai une centaine de citoyens qui viennent m'écouter. Alors combien faudrait-il que je fasse de conférences pour avoir 10 300 000 auditeurs? Vous divisez 10 300 000 par 100 et vous arrivez à 103 000 conférences. 103 000 conférences. Alors si j'en fais une par semaine, vous voyez, il faut diviser ça par 52. Donc ça nous fait quelque chose comme à peu près 2000 ans. Il faudrait que je fasse pendant 2000 ans une conférence toutes les semaines pour avoir l'audience que M. Sarkozy ou que M. Hollande, passant sur TF1 ou 20 heures, a d'un seul coup. Une telle puissance de frappe ne peut pas être laissée dans des mains privées. Actuellement, c'est possédé par Bouygues, je ne vous l'apprends pas, mais vous savez que Bouygues lui-même, la société, le groupe Bouygues est elle-même possédée par des intérêts, notamment des fonds de pension américains comme American Funds. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a eu un projet d'organisation internationale du commerce, l'OIC, qui n'a jamais vu le jour. Ça a donné naissance à ce qu'on appelait le GATT, l'accord général sur les tarifs et le commerce, qui a lui-même donné naissance en 1994 à l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'OIC avait été fondée sur la base de la charte de la Havane de 1948, de mémoire. Or, cette charte de la Havane était beaucoup plus conforme à ce que nous proposons, c'est-à-dire qui était en faveur, bien entendu, d'une ouverture sur l'étranger, et il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même. D'ailleurs, la France n'a jamais été un pays fermé sur elle-même, et heureusement. Mais c'était une charte qui visait à un équilibre, j'insiste sur cette notion d'équilibre, entre la nécessité de l'ouverture sur le monde, qui favorise les contacts, les échanges, la paix, la compréhension, l'intérêt même de vivre sur Terre. C'est intéressant. Moi, je sais que depuis que je suis enfant, je suis passionné par les pays étrangers. J'adore les pays du monde arabe, j'adore les pays asiatiques, j'adore aller en Inde, j'adore aller en Chine, au Japon, en Amérique latine. Bref,
Mais j'adore d'autant plus ça que chacun garde son identité. Si je vais dans le monde entier et que j'ai le même McDonald's, c'est terrible, il n'y a plus besoin de voyager. Donc, la contrepartie qui avait été posée à l'OIC, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de garde-fous pour préserver les intérêts nationaux et la souveraineté des peuples. Et en particulier sur les médias, il était bien précisé que les États devaient garder le droit de conserver la propriété des médias pour éviter justement que ces médias soient utilisés par des puissances étrangères pour influencer l'opinion publique à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'effectivement vous avez utilisé un adjectif qui est un peu inattendu, de dire que je suis... regardez comment je suis. J'ai un costume, j'ai une cravate, je suis diplômé d'HEC, je suis un énarque. C'est terrible d'être un énarque. Tout le monde vous reproche d'être un énarque. Bon, moi j'ai fait l'ENA, je suis sorti deuxième, donc je suis inspecteur général des finances, donc a priori le bourgeois installé, qui a fait des cabinets de droite, etc. Et voilà que vous me dites, vous avez un programme révolutionnaire. Je crois que c'est vrai. Et en fait, le paradoxe n'est qu'apparent parce qu'on est dans un de ces moments de l'histoire de France qui rappelle beaucoup ce qui s'est passé en 1940. En 1940, De Gaulle était un homme dit de droite. C'est vrai qu'il était, par sa formation personnelle, par sa famille, etc., il avait plutôt des réflexes d'homme de droite, mais c'était d'abord et avant tout quelqu'un qui, je crois, était un amoureux de son propre pays, de la patrie, et qui a trouvé à faire alliance avec d'autres amoureux de la France qui se trouvaient dans tous les milieux, y compris à gauche. Donc actuellement, nous sommes dans cette même situation. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que bien qu'ayant le pédigré que je viens de présenter, je me range à votre avis, je crois qu'on a le programme le plus révolutionnaire, parce que je suis amoureux de l'histoire de France, de la France, amoureux de la liberté des Français. Moi, je conçois très bien que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais il y a un truc que je ne peux pas accepter, c'est que mon pays soit placé sous une domination étrangère. Et de ce point de vue, je me retrouve parfaitement avec des gens qui sont à gauche ou à l'extrême gauche. Et quand je prévois de la renationalisation de TF1, effectivement, je suis le seul candidat à présenter un programme aussi révolutionnaire. Monsieur Mélenchon le propose surtout pas. Je suis le seul à proposer la renationalisation de TF1. Alors évidemment, TF1 ne m'invite pas à parler, mais je m'en fiche. Je ne suis pas là pour cirer les pompes de TF1 et de Bouygues. Je suis là pour dire ce que je crois juste pour les Français, pour qu'ils récupèrent leur indépendance nationale. Et nous devons tous nous y mettre, que nous soyons de droite, du centre ou de gauche, c'est la quintessence du programme politique que j'ai présenté, pour faire une alliance provisoire pour récupérer notre indépendance nationale.